Bienvenidos y bienvenidas a Canal Red. Hoy nos acompaña Kémy Seba, una activista anticolonialista y antiimperialista, que es líder de la ONG Urgence Panafricaniste, una organización geopolítica humanitaria para la defensa de los derechos de los negros, especializada en cuestiones relacionadas con la soberanía, el neocolonialismo y la promoción de la justicia social. Kémy Seba, bienvenido a Canal Red. Bonsoir. Gracias por estar con nosotras. Y la primera pregunta, porque llevo pensándola toda esta mañana que pensaba en esta entrevista, es, hace tan solo unos meses te han retirado la nacionalidad francesa. Y tú en las redes sociales afirmaste que te habías librado de esta carga. Yo te preguntaría, ¿qué significa para ti que te la hayan retirado? Je pense que cet acte du gouvernement français est un rappel pour toutes les populations noires, qui sont très nombreuses, qui sont nées en France. Et au-delà, c'est un rappel pour toutes les nations noires qui sont en relation géopolitique avec la France. Cela signifie que la France accepte les Noirs quand les Noirs se soumettent à sa politique néocoloniale. Ils m'ont retiré la nationalité parce que je fais partie de ceux qui sont les plus audibles, les plus visibles, et je pèse mes mots, dans la critique du néocolonialisme. Parce que nous avons mené des actions depuis des années. J'ai commencé ce combat politique il y a 25 ans. Au départ, on avait une audience groupusculaire. Aujourd'hui, on est suivi par des millions de gens. On a organisé sur le continent africain, dans les Antilles, en Europe, des mobilisations contre le néocolonialisme. Et la France elle-même prône les droits de l'homme, mais pour les populations noires d'Afrique ou des Antilles, elle ne pratique pas ces droits de l'homme. Et donc elle a été dans une démarche de me dire que si je ne me calmais pas, en gros, on allait me retirer la nationalité. Et j'ai dit que nous sommes au XXIe siècle et que ce chantage ne marche pas sur l'homme noir que je suis et sur la génération dont je suis une des voix les plus audibles sur le terrain politique et géopolitique. Hay quien puede sugerir que tienes un sentimiento anti-Francia. Yo no voy a entrar en ese marco, pero sí me interesa preguntarte en términos más amplios. Si tuvieras que resumir la presencia de Francia en África, ¿cómo la resumirías? Tout d'abord, déjà, je vous remercie profondément pour votre question. Vous êtes une journaliste engagée, péruvienne en Espagne, et vous menez un travail honorable. Mais je vais, pour répondre à votre question, rebondir sur le fait que, est-ce que parce que vous critiqueriez la politique des dirigeants du Pérou, cela signifierait que vous êtes contre le Pérou? Moi, je suis né en France, je critique la politique de la France, néocoloniale. Est-ce que cela signifie que je suis contre les Français? J'aurais beaucoup de raisons de l'être. 400 ans d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Je suis passé par différentes étapes. Mais je suis à un stade aujourd'hui où je comprends que les mécanismes de domination ne peuvent pas nous pousser à rentrer dans une phase d'essentialisation. Et donc, mon analyse est une analyse visant les oligarchies, et une analyse de classe, même si je ne délaisserai jamais la question de l'identité. Et c'est ça ma dynamique panafricaniste. Pour ce qui est maintenant du néocolonialisme sur le continent africain, il se manifeste, en ce qui concerne l'oligarchie française, de multiples manières. Les bases militaires, Général de Gaulle qui était le héros des Français, pas le mien, puisque c'était quelqu'un qui était un colon, un néocolonialiste forcené. Le général de Gaulle, lorsqu'il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, a demandé aux États-Unis de quitter son sol. Puisque la guerre était terminée, il ne voulait pas que les bases militaires américaines restent. Pourquoi l'oligarchie française applique quelque chose, mais ne veut pas l'appliquer pour les autres? C'est quelque chose de particulier. Donc nous luttons contre les bases militaires françaises. Nous luttons contre le franc CFA. Notre organisation, Urgence Panafricaniste, a été la structure qui a organisé, qui a massifié la question de la critique du néocolonialisme sur le terrain
économique et monétaire. Nous luttons contre la soumission des dirigeants africains à l'oligarchie française. Le président de mon pays, par exemple, Patrice Talon, président du Bénin, est aujourd'hui l'un des plus grands outils du néocolonialisme français. Et je me pose à lui en priorité pour ces questions, parce qu'il a décidé de faire en sorte que notre pays, le Bénin, soit un pays d'assujettissement pour les intérêts français en l'échange de quelques gains pécuniaires personnels pour le président Patrice Talon. Donc c'est un combat multiforme, polymorphe, mais le résultat est connu et le résultat est imminent. Le gouvernement français dit que de manière historique, il n'a jamais ressenti une aussi grande montée du sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est un sentiment anti-néocolonialisme français. Et je pense que c'est très important que l'on puisse faire le distinguo à chaque fois. Precisamente en esa línea de sentimiento contra el neocolonialismo, pienso en el año 2017, que fue un año importante para ti en un sentido doble. Por un lado, fuiste encarcelado, quemaste de hecho un billete de 5.000 francos CFA en la plaza de Dakar y eso motivó pues una represión, se te puso en prisión. Pero ese mismo año, ese mismo 2017, fuiste nombrado por African News como personalidad del año. ¿Cómo ocurren estas dos cosas ese mismo año? La pregunta sería, ¿hasta qué punto es en estos momentos hegemónico un sentimiento contra el neocolonialismo en África y en la diáspora? Comme je l'ai dit, le sentiment qui existe aujourd'hui n'est pas tant un sentiment, mais une réaction politique, teintée d'une lassitude vis-à-vis d'une arrogance pluriséculaire des dirigeants français vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense que l'on peut retrouver, dans un autre ordre d'idées, cette lassitude vis-à-vis parfois de l'arrogance des nations occidentales vis-à-vis de leurs anciennes ou présentes colonies. Le cas de la France est un cas très spécifique parce que le gouvernement français, à travers le franc CFA, à travers ce que l'on appelle la France-Afrique, à travers les territoires d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, à qui je passe une grande salutation, ce sont encore des colonies. Ce n'est pas l'histoire passée du colonialisme, c'est l'histoire présente du néocolonialisme. Et la France tient son rang mondial à cause de son assujettissement de ces puissances, de ces nations africaines ou de ces nations afro-caribéennes. Donc, lorsque nous décidons avec notre organisation Urgence panafricaniste de sortir ces questions de néocolonialité qui étaient auparavant uniquement dans le cadre des universitaires qui bien souvent malheureusement avaient une attitude parfois pédante et arrogante vis-à-vis du prolétariat africain. Et nous décidons d'utiliser et les réseaux sociaux, et la télévision, et les conférences et les meetings de rue au sein du peuple. Nous avons su, dans une sorte d'ingénierie sociale, déposer une idée dans la tête des masses africaines qui était que c'était l'heure de l'autodétermination. Et nous devions finir la décolonisation que les Lumumba, que les Kwame Nkrumah, plus tard les Sankara, plus tard les Winnie Mandela, les Amilcar Cabral et autres avaient décidé d'enclencher. Et c'est une synthèse, c'est-à-dire que nous sommes à une ère du panafricanisme où la diaspora et le continent fusionnent vers un idéal.
Le panafricanisme est une idéologie, est l'idéologie de libération du peuple noir. Et cette idéologie est née dans la diaspora. Certains disent qu'elle est née à Haïti, c'est une version parmi tant d'autres. D'autres disent qu'elle est née à d'autres endroits dans la diaspora, mais toujours est-il qu'elle est née au milieu d'esclaves ou d'hommes et de femmes africains qui ont été faits esclaves et qui ont décidé de s'unir, de transcender leurs différences d'ethnie, de religion, de sexe, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe, et de se battre pour leurs intérêts communs. Par la suite, sur le continent africain, des gens ont repris cette idéologie que les Marcus Garvey, le père, pour moi, du panafricanisme et pour beaucoup d'entre nous, ont initié. Et dans cette troisième phase, ce sont des gens de la diaspora qui ont réactivé ce courant et qui l'ont lié avec maintenant les mobilisations de masse sur le continent. On ne s'est pas contenté de dénoncer de loin. Nous nous sommes installés sur le continent et nous avons vécu avec notre population et ces diverses expériences ont permis de mener cette révolution. Pensando en decolonialidad, tengo una pregunta. Tú hablabas de esta alianza entre las oligarquías africanas y la oligarquía occidental. Yo tengo una pregunta también. ¿Puede haber alianzas con otros socios? En ese caso pienso, pues, por ejemplo, Rusia o China. En algún momento se te ha vinculado con el grupo Wagner, con Prigozhin, por haber recibido financiamiento. Mi pregunta sería si es posible tener alianzas en una clave decolonial. Je pense qu'en géostratégie, l'intelligence politique doit être une priorité. Chercher des alliances politiques ne signifie pas chercher des amoureux. Je me souviens que le criminel Nicolas Sarkozy a obtenu des financements de Kadhafi. On ne peut pas le qualifier d'être un agent pro-kadhafiste puisque c'est lui qui a tué Kadhafi. La politique, ce sont les alliances ponctuelles, temporaires, pour des objectifs précis. Nous nous sommes alliés avec différentes entités en Iran, en Russie, au Venezuela, en Turquie. Et nous continuerons à nous allier à chaque fois que nous voyons nos intérêts en tant que peuple noir pour mener ce combat politique de souveraineté et de résistance au néocolonialisme. Mais nous savons toujours à quel moment nous devons arrêter les alliances quand les partenaires commencent par penser qu'ils peuvent se présenter maintenant en personnes qui nous cooptent pour leurs objectifs. Nous disons non. Un partenariat, ce n'est pas un assujettissement. Et nous ne chasserons jamais le colon français pour prendre un autre colon. Je vous dirais que si les Africains étaient totalement unis, nous ne serions pas dans une optique de chercher des alliances aux quatre coins du monde. Mais il y a beaucoup de traîtres chez nous. Il y a beaucoup de pions du néocolonialisme chez nous. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient des personnes qui ont une influence politique importante, feront tout pour les briser. Et donc nous sommes obligés de tenir compte de cet état d'aliénation issu du système de colonisation pour créer un écosystème favorable au financement de notre combat et de notre organisation. On a des opérateurs économiques africains qui nous financent. On a des gens d'Amérique du Sud qui nous ont financés, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et je pense que tant que nous arrivons à destination, le plus important, c'est d'atteindre nos objectifs. Mais le seul Messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Yo iba a preguntarte también por un concepto que me parece importante, que es el concepto de democracia, pero en clave decolonial, que eso también falta. Conocemos democracias solo liberales y nos parece que eso también puede ser impreciso, limitado, digamos. En una clave un poco más amplia y decolonial, ¿cómo sería? Digamos que se logra esta
lucha contra el neocolonialismo. ¿Cómo sería esa África democrática en clave decolonial? ¿Quiénes se integran? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de las mujeres, de las comunidades en general? ¿Cómo sería esa África decolonial democrática? Je suis très touché et heureux de la question. Parce que c'est une question fondamentale pour l'avenir des peuples. Après l'effondrement du mur de Berlin, le communisme a perdu et a été absorbé par le capitalisme, même s'il s'en défend aujourd'hui. Et le capitalisme a muté vers sa pire forme de l'histoire, qui est le néolibéralisme. Un néolibéralisme bicéphale, à la fois économique et sociétal. Même ceux qui se revendiquent aujourd'hui communistes sont des opposants du néolibéralisme économique, mais sont souvent, sans le savoir, des adhérents du néolibéralisme sociétal. Ce que certains appelleraient l'American Way of Life. Des progressistes, ceux qui veulent progresser dans la plantation néolibérale, qui veulent plus de justice dans la plantation néolibérale. Nous ne voulons pas plus de justice dans la plantation néolibérale. Nous voulons détruire cette plantation néolibérale. Chaque peuple a une identité. Auparavant, la confrontation était entre le capitalisme et le communisme. Aujourd'hui, c'est entre le globalisme néolibéral et le bloc des peuples enracinés dans leur tradition, dans leur identité et dans leur volonté de vivre leur propre expérience de la démocratie. En Occident, il y a de plus en plus de mépris vis-à-vis de la spiritualité. Le consumérisme a gagné. Le matérialisme est en train de devenir une religion. Tout ce qui a trait au sacré est profané. Tout ce qui a trait à l'identité est moqué. Celui qui se revendique de la tradition est vu comme quelqu'un d'arriéré. L'Occident a le droit de faire ça. Mais au sein de nos peuples, le sacré est vital. La spiritualité est vitale. Le respect de nos ancêtres est vital. Le respect et la sacralité de la femme est vital. C'est pour ça que quand je parle de nos traditions, je différencie la tradition de la coutume. La coutume est une invention de l'homme, et bien souvent avec l'incorporation du patriarcat, là où la tradition, c'est ce qui nous relie au Créateur en tant que premier élément de la création. Lorsque l'on parle de démocratie, on parle de démoskratein, pouvoir au peuple. Mais chaque peuple a sa façon de gérer sa gestion de la vie de la cité. Dans nos pays, par exemple, les gardiens de la tradition sont considérés comme des autorités à la fois spirituelles et temporelles. Si demain, et c'est ce que j'écris dans mes ouvrages, notamment dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, si demain je prends le pouvoir ou nous prenons le pouvoir, il y aura un gardien de la révolution enclenchée, il y aura des gardiens de la tradition qui seront le premier organe exécutif, et en dessous, il y aura maintenant des gens élus par le peuple, mais qui seront dans un cadre où ils devront toujours respecter les traditions, la tradition du peuple en tant que tel. Et il ne peut y avoir de démocratie sans avoir de justice sociale. Dans mon pays, on parle de l'alodo, ce qui signifie l'endosolidarisme, l'entraide intérieure. Certains parleront de l'Ubuntu, dans le sens où je suis parce que l'autre est.
la collectivité. Il n'y a pas de je, il y a le nous. Ce qui est le contraire de l'Occident, où le je est la religion. Donc c'est dans cette étape-là et dans cette démarche-là que nous nous situons. La verdad que en eso me siento muy cercana porque son tradiciones también del sur global que ocurren también en América Latina, en los Andes en particular, el concepto de la unidad del nosotros, del ayu, como lo llamamos nosotras. Y por tanto tengo que preguntarte también por la migración, que es un tema que en España además este último verano ha cobrado un nuevo tinte de discursos de odio, de muchísimo racismo, de políticas neocoloniales en las fronteras europeas. La pregunta es sencilla. Dos preguntas. ¿Cómo calificarías la acción de Europa respecto a la migración, especialmente la migración africana, pero también qué tan difícil es aceptar que haya tantos jóvenes africanos que deciden dejarlo todo y migrar a buscar un futuro mejor? Tout d'abord, il est important pour rebondir sur votre avant-dernière question que c'est tout à fait normal qu'on se comprenne sur ces questions de tradition, de spiritualité. Dans mon dernier ouvrage, je parle des liens historiques et fondamentaux entre les populations d'Afrique et les populations originelles d'Amérique du Sud. Nous sommes des peuples frères. Et je parle beaucoup de l'Amérique du Sud dans mon dernier ouvrage. C'est une histoire commune. Pour la dernière question, il y a une question que je me suis toujours posée depuis que je suis jeune, avant même de rentrer dans le combat politique. Pourquoi l'oligarchie occidentale se plaint de la migration des ressources humaines, mais ne se plaint pas de la migration des ressources minières? Si on est contre la migration, on est contre la migration de tout. Quand c'est pour les ressources minières, là, il n'y a plus de question de migration. Tout le monde peut venir. Quand ce sont les ressources humaines, là, il y a un tri spectaculaire qui se fait. Pourtant, cette oligarchie occidentale, il n'y avait pas de question de régulation de la migration lorsqu'elle est allée coloniser les quatre coins de l'humanité. Il n'y avait pas de carte de séjour à l'époque. Il n'y avait pas de visa Schengen à l'époque. Néanmoins, je pense, au-delà de l'ironie et du sarcasme que j'utilise maintenant, qu'il faut régler ce problème. La plupart des Africains qui sont dans la diaspora, souvent dans des conditions difficiles, auraient préféré vivre dans leur pays, vivre sur leur continent. Mais le système néocolonial s'est organisé de telle sorte qu'à la tête de nos États, des pilleurs, des asphyxieurs, des étouffeurs de leur peuple soient présents, qui bradent les ressources à l'Occident et qui font en sorte que les perspectives pour une partie de la jeunesse ne sont pas présentes. Si l'Espagne veut aider véritablement sur cette question migratoire, l'Espagne devra aider, à mon sens, les structures africaines souverainistes qui comprennent que la migration, c'est un saignement pour notre peuple. Et donc, il faudra nous aider à lutter contre le pillage de nos ressources. Est-ce que les dirigeants espagnols le veulent vraiment? C'est une autre question. Quiero hacerte dos preguntas finales en calidad de líder de Urgence Panafricaniste que me parecen interesantes. Las digo juntas, pero la primera es, ¿cuál es el principal adversario contra el que se lucha en estos tiempos? A nivel mundial, pero desde una perspectiva panafricana. Y la segunda, ¿cuál es la principal lucha de los pueblos en estos tiempos? L'adversaire principal des peuples dans leur ensemble, pour moi, c'est le néolibéralisme, définitivement. Dans son acception économique et sociétale. J'insiste beaucoup sur ce second point,
Parce que beaucoup de gens, y compris ceux qui se revendiquent de la lutte pour la décolonialité, luttent contre le néolibéralisme économique, mais sont incarcérés sans le savoir souvent dans ce néolibéralisme sociétal. Le néolibéralisme aime segmenter les diverses parts de marché, s'appuie sur les diverses revendications de ce qu'ils appellent les minorités. Plus il y a de minorités qui chacune tire le drap de leur côté, plus il y a de facilité de fragiliser la lutte verticale du prolétariat contre l'oligarchie néolibérale. Et donc, il est important que, quels que soient nos particularismes, à l'échelle globale, nous comprenions qu'il y a un prolétariat mondial et une oligarchie néolibérale de toutes les couleurs. Celle-ci doit être combattue. Au niveau maintenant du panafricanisme, les ennemis sont doubles. Le néolibéralisme, évidemment, économique et sociétal, nos dirigeants africains corrompus, mais je dirais en troisième, il faut se battre contre la peur que le système néocolonial a insérée dans notre esprit, en nous faisant croire que sans l'Occident, l'homme noir et la femme noire ne peuvent pas exister. Il y a un avenir sans l'oligarchie occidentale. Et le jour où les Africains comprendront cela, beaucoup n'auront plus besoin de risquer leur vie pour venir en Occident. Ils viendront peut-être en vacances, mais ils se rendront compte qu'il y a plus de bonheur chez eux. Mais pour cela, il faut que ce travail visant à stopper les migrations des ressources minières soit effectué. En realidad, las dos preguntas han estado respondidas ahí. Kémy Séba, activista, décolonial, anticolonialista, antiimperialista. Muchísimas gracias. Merci beaucoup por être ici à Canal Red. Merci beaucoup. Y eres bienvenido siempre que quieras. Y nosotras, hasta otra próxima entrevista.